Plus cette semaine, c'est la vidéo de Marc Toiti, comme souvent. Et cette fois, il s'agit de répondre à la question faut-il augmenter les dépenses militaires, hein. Donc ça, on va en reparler quand on va parler du discours d'Emmanuel Macron. Et puis cette question aussi de passer en économie de guerre. Alors au passage, la Russie n'est pas en économie de guerre. Elle n'a pas besoin de passer en économie de guerre pour mettre une raclée à une alliance de bras cassés comme celle de l'OTAN. La Russie dépense, alors j'ai vu d'ailleurs dans la presse française ou d'ailleurs anglo-saxonne, l'évaluation que le budget de la défense était de 6,4%. Moi j'aurais dit que les dépenses militaires pour donc mener cette guerre de haute intensité contre l'OTAN en Ukraine était autour de 8%. Donc on n'est pas à 100%. On n'est pas dans une économie de guerre. Une économie de guerre, c'est où tous les moyens sont concentrés vers la guerre. Là, c'est pas du tout le cas. L'économie russe continue. Oui, l'État, dans sa fonction régalienne, tout de même, il est normal qu'il dépense de l'argent dans la défense, mais c'est pas délirant. Pour vous donner un ordre d'idée, lorsqu'il y a eu la guerre d'indépendance d'Algérie, la France dépensait en Algérie 4,5% de son PIB. Voilà. Là, la Russie, donc encore une fois, selon les chiffres qu'on a dans les médias de grand chemin, c'est 6,5%. C'est pas du tout 10%, comme l'a dit Emmanuel Macron dans son discours délirant. Donc, la Russie n'est pas en économie de guerre. Elle n'est pas besoin. Pour battre l'OTAN, il n'y a pas besoin d'être en économie de guerre. Ce que fait la Russie, en fait, c'est qu'elle boxe avec une main dans la poche. Parce que Vladimir Poutine ne veut pas remettre en cause les acquis de 25 ans de gouvernement de la Russie par une guerre qui finalement est une guerre, comme le terme Ukraine le signifie, à la périphérie. Autre chose qui m'a plu cette semaine, c'est l'interview de François Fillon dans Valeurs Actuelles. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, j'avais soutenu la candidature de François Fillon en 2017. Donc, je ne le regrette pas, pour être honnête, même si, effectivement, la manière dont il s'est défendu quand il a été victime du coup d'État médiatico-judiciaire, puisque aujourd'hui, ce serait lui qui devrait être président, évidemment. Donc, il avait pas été très brillant. L'histoire des costumes m'avait choqué. Le fait qu'il ait mis sa femme comme attachée parlementaire, alors là, pas du tout. Je crois que la moitié du Parlement faisait ça. Bruno Le Maire aussi l'a fait, je crois. Donc tout ça était un prétexte évidemment pour faire un coup d'État pour que le régime puisse mettre un personnage qui lui convienne mieux, puisque François Fillon avait quand même dit qu'il remettrait en cause le mariage homosexuel pour empêcher les couples homosexuels d'adopter, alors que Marine Le Pen elle a tout validé par exemple. Donc il y avait ça, mais surtout ce que j'avais apprécié chez François Fillon et que je retrouve dans cet article, c'est que finalement, c'est la dernière fois que sur les questions économiques, on s'est adressé aux Français comme à des adultes, avec une description de la situation qui était risquée. C'est-à-dire que, effectivement, de dire que il va falloir travailler plus, sans doute faire de gros efforts, augmenter l'âge de la retraite, etc. Tout ça, le dire avant une élection et non pas le faire comme l'a fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire dire le contraire au moment de l'élection pour battre François Fillon et ensuite faire exactement le contraire 4 ans après parce que la situation est catastrophique et sans doute on n'en est qu'au début. Voilà. Donc là, j'ai trouvé cette démarche courageuse. La partie politique de l'interview qui est la première, par rapport au délire général, tout candidat confondu, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, il y a beaucoup plus de réalisme, notamment dans la relation avec la Russie. Mais c'est pas non plus génial. Et puis le totalitarisme islamique, la France, elle a un problème, c'est l'immigration. Et je pense qu'au contraire, c'est contre-productif de s'en prendre à l'islam. Faut pas confondre la cause et les conséquences. En revanche, la partie sur la situation économique est d'une lucidité remarquable à lire. Et puis après, chacun, bien sûr, se fait son idée. Économie maintenant, et l'on reparle du projet de grand remplacement aéronautique russe. Vous vous souvenez, on en avait parlé dès le début de l'opération militaire spéciale. C'était également un sujet qu'on avait abordé avant, parce que c'était un projet de très long terme. Et avec les sanctions qui ont été mises sur la vente d'avions et de pièces détachées à la Russie, la Russie a dû accélérer son programme. Grâce aux sanctions, la Russie est en passe de redevenir souveraine dans le domaine de l'aéronautique civile, puisqu'elle avait pris beaucoup de retard, et puis c'est toujours beaucoup plus facile d'acheter des Airbus et des Boeing que de produire ses propres avions. Et donc tout le système a été mis en place pour organiser ce grand remplacement aéronautique, et on a eu des nouvelles. Donc les Russes accouchent de leurs avions dans la douleur, ça fallait s'y attendre. C'est quand même des technologies très compliquées, non seulement dans le domaine des sous-ensembles électroniques, mais dans le domaine des moteurs. Donc les Russes ont 2 projets principaux. Le Superjet 100. Donc le Superjet 100, c'était un projet avec des partenaires, notamment Snecma, qui produisait les moteurs avec MPO Saturn, son partenaire russe. Et donc là, il a fallu remplacer les moteurs de Snecma
par les moteurs russes, les PD-08, et les premiers essais au sol du moteur ont commencé, et les premiers essais en vol devraient avoir lieu donc selon le premier semestre. Pareil sur le PD-14 qui équipe le MS-21, donc qui va être le remplaçant en fait des Airbus A320 et de toute la gamme. Donc les choses vont difficilement mais sûrement, même s'il y a eu du retard en fait dans les tests, et ça j'avais expliqué pourquoi, c'est qu'en fait tout ce qui est test, certification, la priorité est donnée bien sûr aux aéronefs militaires. Mais cela dit, les Russes ont commencé quand même à produire de série ces avions, et on a appris qu'il y en avait 33 en fait qui étaient en train d'être assemblés. 13 MS-21 et 20 Superjet 100 New. Donc avec les moteurs russes, ce sera New, ce qui veut dire que dès que les moteurs seront certifiés, dès que les vols de certification ont été accomplis, en fait, il y aura déjà plusieurs avions qui vont pouvoir être livrés aux compagnies russes. Donc voilà, tout ça évidemment n'aurait pas été possible sans les sanctions. Là, les Russes n'ont pas le choix, et c'est lorsque les Russes n'ont pas le choix qu'ils sont les meilleurs. Et c'est pour ça que certains d'entre vous quelquefois s'étonnent, mais on a vraiment besoin des sanctions. On n'a absolument pas besoin que demain, tout d'un coup, Boeing lève les sanctions contre la Russie parce que Donald Trump le leur demande. Ni même Airbus, ou alors peut-être pour la sécurité des avions, pour la livraison des pièces détachées des avions qui ont déjà été achetés. Mais là, j'espère que si par hasard les sanctions sont levées sur la vente des appareils, là, le gouvernement russe réagira, comme il avait réagi lorsque les sanctions étaient levées contre la Turquie. On se souvient, en 2016, il y a eu une réconciliation entre Ankara et Moscou, suite à l'échec du coup d'État contre Recep Erdogan et de l'aide qu'avait apporté la Russie. Mais avant de lever les sanctions contre l'agriculture turque, la Russie s'est donné 1 ou 2 ans pour permettre à ses agriculteurs qui avaient investi, acheté du matériel, etc., d'être à la hauteur de la concurrence turque qui allait revenir. C'est ce qui s'était passé, c'est pour ça que ça se passe bien. Donc là aussi, c'est pareil, de toute manière, quoi qu'il arrive, même si demain Trump lève les sanctions en ce qui concerne Boeing, en tout cas, les Russes, à mon avis, eux, maintiendront les leurs, sauf sur, évidemment, en ce qui concerne les pièces détachées d'avions qui ont déjà été achetés, puisque là il s'agit de la sécurité des passagers. Économie toujours, information de Bloomberg qui confirme notre analyse qu'on a fait depuis le début. Lorsque Zelensky a pris cette mesure stupide d'interdire le transit de gaz par le territoire ukrainien, donc non seulement finalement l'Ukraine est obligée d'acheter du gaz, sauf qu'il l'achète, il passe par la Slovaquie, donc il ne gagne plus les 800 millions de dollars que lui rapportait le transit de gaz russe, mais surtout les Russes ont pu désormais bombarder les infrastructures gazières ukrainiennes. Et on le voit sur la courbe qu'a donnée Bloomberg, ça a eu une efficacité redoutable, ce qui fait que désormais Kiev va devoir importer massivement du gaz d'Europe. Donc évidemment du gaz, il n'y en a pas de produit en Europe, donc ça va être du gaz qui va être importé, y compris du gaz russe liquéfié, du gaz qatari, du gaz américain, et donc ça va entraîner évidemment, c'est l'offre et la demande, une augmentation des prix. Donc le résultat est catastrophique pour Kiev, et en fait catastrophique pour nous, puisque ça va augmenter les prix pour nous, et de toute manière, c'est nous qui payons le gaz kievien. Donc voilà le résultat des décisions stupides de Zelensky, mais je veux dire, c'est une parmi tant d'autres. Et sans doute une méconnaissance de la part de l'Union européenne qui n'a pas réagi de la réalité en fait du transit du gaz, comment il fonctionne sur le continent européen. La Russie est encore en train de tester un nouveau système de paiement, donc là, on en a parlé, il y a les systèmes de messagerie interbancaire russes, chinoises qui sont utilisés, les échanges en monnaie nationale entre les différents pays importateurs et exportateurs, et là ils ont lancé en mode test donc l'or numérique, c'est-à-dire en fait c'est une monnaie qui est gagée sur de l'or physique, mais encore une fois c'est de l'or numérique, donc ça pourrait parfaitement bien fonctionner. Donc ça permettrait de commercer avec n'importe quel partenaire, étatique ou privé, sans que ces transactions puissent être observables par des entités hostiles. Ce système s'inscrit dans la construction d'une nouvelle architecture d'échange financier qui a été lancée par Moscou depuis 3 ans. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le monde en a parlé. Alors là, c'est pour ceux qui me suivent sur Twitter, inscrivez-vous sur Twitter, encore une fois, sur Telegram aussi. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'ai cité cet article du Monde. En plus, Benjamin Quenel, qui d'habitude comprend pas grand-chose à l'économie et en plus est hostile à la Russie, mais là il reconnaît qu'il y a une nouvelle architecture, encore une fois financière, qui s'est mise en place. Donc ça veut dire que pour que ce soit dit dans le monde, c'est que ça doit quand même leur sauter aux yeux, et puis ils soient dans l'incapacité de le cacher. Donc là, l'article est plutôt intéressant, même si finalement il est assez court, et ça confirme ce que nous disons depuis 3 ans. Et à côté de ça, on apprend que les Goldman Sachs et JP Morgan proposent
propose des produits en fait qui sont en quelque sorte liés, indexés sur le rouble. C'est-à-dire que vous pouvez, comme le rouble est une monnaie qui a eu d'excellentes performances, notamment en 2024, eh bien il y a des bons qui sont intéressants, qui intéressent des investisseurs financiers, mais qui ne veulent pas prendre le risque ou alors qui ne peuvent pas aller sur le marché russe. Donc Goldman Sachs et JP Morgan proposent des produits. Alors je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais ce qui est intéressant, c'est que j'avais dit, souvenez-vous, j'en ai reparlé encore dans les bulletins, le rouble deviendra une monnaie internationale, je l'avais dit avant l'opération militaire spéciale. L'opération militaire spéciale a rendu ça possible. Maintenant, 80%, c'est ce que dit l'article du Monde, des échanges pour la Russie sont en rouble. Hein. La majorité des échanges avec l'Europe, en apport, en export, sont en rouble. On en avait parlé la semaine dernière. Et en plus, eh bien, finalement, le rouble devient même un produit sur lequel des investisseurs étrangers vont pouvoir investir. Donc c'est une monnaie extrêmement fiable. Et c'est devenu, déjà pour la Russie, une monnaie de réserve. Il faut bien se rendre compte qu'avant, le rouble, il n'y avait pas de rouble dans la monnaie, dans le panier de monnaie de réserve. Il y avait du dollar, du yuan, de l'euro essentiellement. Et bien aujourd'hui, il y a du rouble, du yuan et de l'or. Donc voilà, tout ça grâce aux sanctions, surtout. N'abolissez pas les sanctions trop rapidement, cher Donald Trump, s'il vous plaît. Politico-diplomatique maintenant, il s'appelle Alexandre Nikitich Darchev. Donc, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, eh bien, c'est le nouvel ambassadeur de Russie aux États-Unis. J'ai souvent dit qu'avec Donald Trump et son équipe, il faut surtout regarder ce qui se passe et pas ce qu'il dit. Et là, bien là, il y a quelque chose de concret, c'est que il y a eu un échange d'ambassadeurs entre la Russie et les États-Unis pour essayer, c'est aussi le sens de ce que dit le général Kellogg, l'envoyé spécial de Donald Trump, de normaliser la relation avec la Russie pour permettre, entre autres, mais c'est pas le seul objectif, encore une fois, une solution de paix en Ukraine. À côté de ça, il y a quand même des déclarations qui méritent d'être soulignées. La première déclaration, c'est celle de Marco Rubio, donc c'est le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, l'équivalent du ministre chez nous, qui a déclaré, je crois que c'était sur Fox News, qu'il fallait mettre fin à cette guerre par proxy, donc par intermédiaire, c'est-à-dire l'Ukraine, entre les deux puissances nucléaires que sont les États-Unis et la Russie. Donc là, c'est exactement ce que nous disions depuis 2014, c'est-à-dire qu'en fait, même on peut dire depuis 2004, au moment de la première révolution orange, c'est-à-dire qu'en fait l'administration américaine de l'époque, emmenée par les néoconservateurs, des gens comme Victoria Nuland qu'on retrouve dans tous les gouvernements, qu'ils soient à l'époque républicains ou démocrates, on les systématiquement on trouvait les mêmes, et donc c'était une guerre qui était menée contre la Russie, qui a coûté d'ailleurs des milliards et des milliards, et donc là c'est dit par le nouveau secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Donc c'est extrêmement important. Il y a une espèce de choc de vérité, c'est le discours de J.D. Vance à Munich, c'est Elon Musk à sa manière un peu punk de dire les choses, et puis là maintenant c'est Marco Rubio qui était pourtant connu comme quelqu'un très farouchement anti-russe à cause d'une espèce de tradition anticommuniste, idées cubains d'origine, etc. Là, visiblement, il y a une prise de conscience de la réalité que, d'ailleurs, du point de vue de la civilisation, on le voit d'ailleurs sur l'image de Marco Rubio, en fait, il vient de recevoir les cendres, les catholiques, le mercredi des cendres, on reçoit les cendres et le prêtre dit « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière ». C'est bien de s'en souvenir de temps en temps. Voilà, donc c'est quelque chose d'important, je pense aussi, qui est en train de se passer, c'est-à-dire que il y a une partie des élites américaines, et il faut noter qu'il y a 3 ministres catholiques secrétaires d'État autour de Donald Trump, Marco Rubio, Kennedy et J.D. Vance, donc c'est quand même quelque chose de significatif. Pour ces gens-là, ils ont tenu un discours très anti-LGBT, très anti-woke, et finalement, ils se retrouvent avec des Russes qui pensent exactement comme eux. Donc, ça aussi, la convergence civilisationnelle, à mon avis, existe. Et puis en plus, du côté de Donald Trump, d'ailleurs, c'est des protestants qui sont farouchement également anti-LGBT, anti-woke. Mais là, ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant, c'est cette ouverture, en fait, qui rapproche Washington de Moscou et qui éloigne Washington d'Emmanuel Macron, de Friedrich Merz, etc., de tous ces partis dominants en Europe, et bien sûr de l'Union européenne, qui est un espèce d'impérialisme woke. Autre déclaration importante, celle de Michael Waltz, donc il est le conseiller pour la sécurité nationale de Donald Trump, et on lui a posé la question de savoir combien de temps, jusqu'à quand, allaient être bloquées les livraisons d'armes
à Kiev, ainsi que le partage de renseignements. Donc il faut remettre ça dans le contexte. Vendredi dernier, donc on venait à peine de publier le bulletin, qu'il y a eu cette réunion incroyable au bureau ovale qui a bouleversé les choses, qui les a plutôt accélérées. Et donc à partir de là, Donald Trump, en réaction, a bloqué l'aide militaire et le partage de renseignements. Et Zelensky depuis a envoyé une lettre, enfin a publié une lettre en disant qu'il regrettait la manière dont c'était passé, qu'il était prêt à signer le document, l'accord sur les terres rares, etc. Mais ça n'a pas suffi, et c'est ce qu'a dit Waltz. Il a dit nous rétablirons donc cette aide militaire lorsqu'on aura senti que réellement Zelensky veut trouver un accord de paix. Donc ça, évidemment, ça va avoir des conséquences sur le terrain. D'après les différentes estimations dans la presse anglo-saxonne, on estime que sans l'aide américaine, eh bien, Kiev en aurait pour 4 mois en vivant sur ses réserves et avec le soutien tant bien que mal de l'Union européenne. Le plus grave, et ça peut avoir des conséquences assez rapidement dans les semaines qui viennent, c'est la pénurie de missiles Patriot. Donc effectivement, c'est un sujet crucial, et visiblement, je pense que Donald Trump et son équipe, J.D. Vance, ont bien compris qu'on ne pouvait pas faire confiance à Zelensky, qu'on ne pouvait pas faire confiance à son administration. Yermak, Shmyhal, son Premier ministre, Ousmerov, le ministre de la Défense, tout ça, ce sont des bandits. Et donc, évidemment, on ne peut pas leur faire confiance. Donc voilà, le mieux, c'est de les tenir avec les rênes serrées. C'est ce qu'est en train de faire l'administration de Donald Trump. Donc, plusieurs figures du Parti républicain, y compris Lindsey Graham, donc, qui a toujours soutenu Zelensky, ont exigé des excuses de Zelensky. Alors, Zelensky n'a pas fait d'excuses réellement, mais il a donc publié, Trump en a parlé dans son adresse devant le Congrès américain, une lettre dans laquelle il regrette que ce soit passé comme ça, qu'il est prêt, qu'il veut une solution de paix, et sous la direction ferme de Donald Trump. Donc là, un bon numéro de tirage de pompe, comme quoi Trump a trouvé la manière dont il fallait parler à Zelensky, et qu'il était prêt à signer l'accord, donc ce fameux accord sur les minerais rares, les terres rares. Bon, vous savez ce que j'en pense. D'ailleurs, je vous invite à aller voir une analyse qui a été publiée dans une revue qui s'appelle Northeastern Global News. Donc la spécialiste américaine qui est interviewée dans cet article explique que l'Ukraine n'est pas un pays de cocagne pour les terres rares ou les minerais rares. Elle fait des comparaisons, notamment par exemple sur le cobalt. Elle dit il y en a 100 fois plus en République démocratique du Congo. C'est d'ailleurs pour ça que le Rwanda soutient le M23, c'est pour s'en emparer. Et qu'il y en a plus dans d'autres pays comme la Russie ou les États-Unis, que en plus, comme je l'ai dit, pour des mines de terres rares, c'est 15 à 20 ans d'investissement, de travaux pour que ça commence à être rentable. Donc c'est un investissement de développement du territoire qui ne peut être fait réellement que par un État. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la Chine produit énormément, parce qu'elle a investi, parce qu'elle a une vision évidemment chinoise à très long terme. Donc c'est pour ça que je ne pense pas que la question des terres rares, des minerais soit réelle. Le but, en fait, je pense, de Donald Trump, c'était surtout de pouvoir administrer le pays, d'une part pour se rembourser, pour éviter que ce qui va rester d'Ukraine ne soit de nouveau mis sous la coupe des oligarques, les Akhmetov, les Kolomoïski, les Poroshenko, sans doute Zelensky, dont beaucoup s'en étaient déjà mis plein les poches depuis les années 90 et qui ont perdu, au fur et à mesure de l'avancée russe, ce qu'ils avaient honnêtement volé. Voilà pourquoi le sens de ce que veut faire Donald Trump. Ajoutons à ça que, pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'ai ressorti l'article, il avait proposé exactement la même chose au président afghan en 2017, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, le deal miracle sur les terres rares. Donc je pense qu'il y a beaucoup de communication et que les choses sont peut-être beaucoup plus prosaïques qu'on imagine. Politico-diplomatique maintenant, la Roumanie, le coup d'État continue. Alors en plus là, le régime, donc la satrapie, donc qui est dirigée par Bruxelles, notamment par Paris, il paraît que là, évidemment, comme d'habitude, l'impérialisme gauchiste français toujours à l'œuvre, comme au bon temps des colonies, là veut administrer la Roumanie comme on administrait l'Afrique à l'époque. Eh bien, donc, ils ont encore inventé un coup d'État en arrêtant un général de 101 ans qui voulait préparer un coup d'État pour mettre fin à la démocratie. Bon, en attendant, pour être plus sérieux, Călin Georgescu ne renonce pas, il tient bon, le peuple roumain visiblement est avec lui, en tout cas celui à Bucarest défile, 300 000 manifestants, évidemment ils ont tout notre soutien, parce que ce qui se passe en ce moment en Roumanie permet de révéler la réalité du régime de Bruxelles, évidemment, à la fois totalitaire et dictatorial, et c'est cette victoire de Georgescu en Roumanie pourrait mettre fin à l'expansion de l'OTAN en Europe de l'Est. Ça pourrait être le signal donné en Roumanie qu'il est possible de reprendre sa souveraineté
planté face aux monstres bruxellois. On apprend par Bloomberg que les États-Unis auraient demandé à la Russie sa médiation pour négocier avec l'Iran, pour un retour sur l'accord nucléaire et finalement une solution pacifique, ce qui serait intéressant, ce qui voudrait dire que Trump est beaucoup plus subtil qu'on ne pouvait l'imaginer, même avec l'Iran, d'autant plus qu'on a appris également dans la presse qu'a priori l'administration de Trump avait des liens directs avec le Hamas pour négocier sans qu'Israël soit vraiment au courant. Donc là aussi, ça surprend. Alors ça donnerait 1000 fois raison à l'analyse de Youssef Indy, évidemment. Et puis on apprend aussi, et ça a été confirmé par les personnes intéressées, que l'administration de Trump a des contacts avec l'opposition en Ukraine. Alors c'est opposition, c'est pas l'opposition pro-Poutine, hein, c'est l'ancien président Poroshenko et Yulia Tymoshenko qui ont confirmé qu'effectivement ils avaient des relations avec l'administration Trump. Donc visiblement, l'idée de se débarrasser de Zelensky et de mettre des gens peut-être plus crédibles maintenant, plus sérieux, et en tout cas prêts à tout pour revenir au pouvoir et encore une fois dans l'espoir de nouveau se remettre à piller l'Ukraine comme avant, eh bien, est une option que se réserve l'administration Trump. Le grand événement politico-diplomatique cette semaine, évidemment, ça a été le fiasco diplomatique de Zelensky dans le bureau ovale. Donc, j'ai donné une interview sur RT en français que j'ai mis en ligne sur Twitter et sur Telegram. Donc, je vous invite à l'écouter. Il y a plusieurs raisons. La première raison, évidemment, c'est que Zelensky était dans un état assez étrange. Je vous laisse juge. Écoutez l'interview en anglais, sous-titré en français pour ceux qui parlent pas anglais, mais il faut que vous écoutiez pour comprendre qu'en fait Zelensky a du mal à s'exprimer. Donc il y a son état, peut-être son état naturel. Il y a le fait qu'il maîtrise très mal l'anglais. Et je pense d'ailleurs il ne comprenait pas tout ce que disait Vance ou Trump. Et de temps en temps il y avait un mot qu'il arrivait à capter. Et donc il surréagissait sur ce mot-là. Donc il y a ça, il y a une mauvaise maîtrise de l'anglais. Et puis aussi le fait qu'il n'est pas à niveau et que tout ça a été très mal préparé. Il a pris la mauvaise habitude d'insulter les gens en Europe, notamment, souvenez-vous, les menaces sous les applaudissements de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon et d'Emmanuel Macron devant le Parlement français, menacer en mars 2022 les entreprises françaises qui étaient encore présentes en Russie. Donc évidemment, il a pris des habitudes de goujat et ça n'a pas marché avec l'administration Trump. On a eu le témoignage intéressant de Howard Lutnick, qui est le nouveau ministre du Commerce de Trump, qui a dit qu'en fait, avant les 49 minutes de l'entretien, il y a eu 40 minutes de préparation sans les caméras. Et là, Zelensky était intenable. Il était toujours en train de dire « Je veux que les Russes partent complètement quittent la Crimée, rendent le Donbass, je veux qu'ils me donnent 300 milliards de compensation, etc. etc. » Évidemment, Zelensky ne veut pas la paix parce qu'il ne veut pas d'élections. C'est aussi simple que ça. S'il y a une trêve ou un début de négociation de paix et que tout d'un coup ça se calme, il est obligé de faire des élections. Et bien sûr qu'il ne le veut pas. Et donc, il se tenait pas sans les caméras. Les caméras sont arrivées, il a réussi à se contrôler 40 minutes. Et on le voit dans les 9 dernières minutes, c'est la catastrophe. Et là, il a perdu le soutien, y compris, rappelons-le, de ses plus proches soutiens, comme Lindsey Graham à l'intérieur du Parti républicain. Ça, faut bien le souligner. Bon, le deuxième fiasco du même genre, hein, finalement, parce que c'est une personnalité très semblable, Zelensky et Emmanuel Macron, c'est le discours d'Emmanuel Macron, donc qui nous a expliqué que la Russie était un ennemi, qu'il fallait relancer le budget de la défense, sans augmenter les impôts, donc sans baisser les frais, sans baisser les dépenses publiques. Enfin, on ne sait pas trop de quoi il parlait. Bon, visiblement, il veut faire les poches des épargnants français, ça c'est clair. Et donc, il veut aussi pouvoir emprunter, qu'on lève le plafond de la dette. Et donc, pour ça, eh bien, il s'agit de ne plus mettre les dépenses militaires dans le déficit. Pourquoi pas ? Bon, est-ce que ça va marcher ? Est-ce que les emprunteurs vont accepter d'acheter cette camelote qui vient d'en vendre Macron ? Sans doute pas. Et encore une fois, le but de Macron, le but de son discours, c'était ça, évidemment, que la France ne risque rien. Elle est parfaitement bien protégée avec son arsenal nucléaire. Personne n'osera nous attaquer, et surtout pas les Russes qui n'en ont absolument rien à faire. Pas plus qu'ils ont à faire de la Pologne ou même de ces pauvres pays baltes qui, de toute manière, il y aura bientôt plus personne qui va y habiter. Et limite, si les Russes veulent le reprendre, ils auront juste qu'à traverser la frontière les mains dans les poches. Donc, ils n'ont pas l'intention de le faire. Je ne veux pas surinterpréter mes propos, mais ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'est du bidon. Le régime d'Emmanuel Macron est un régime autoritaire, comme tous les régimes autoritaires, lorsqu'il a des problèmes à l'intérieur, il essaie de trouver une guerre à l'extérieur. Mais comme la gauche a détruit l'armée française ces 50 dernières années et son économie, on est absolument
inoffensif pour la Russie. C'est d'ailleurs le commentaire qu'a fait Dimitri Medvedev sur Twitter, et il a parfaitement raison. Et d'ailleurs, globalement, c'est ce que pensent les élites russes. Tout le monde, bon, les gens font allusion à Napoléon, etc. C'est jamais agréable pour les Russes parce qu'ils aiment beaucoup les Français, ils aiment beaucoup la France, d'entendre un guignol comme ça parler de les menacer. Mais en même temps, plus personne en Russie, ni au sein de la population, ni au sein des élites politiques, ne prend Emmanuel Macron au sérieux. Et ça me permet de faire ma transition sur l'armement. Donc, comme je l'ai dit, la France ne risque rien parce que nous avons l'arme nucléaire. Alors, évidemment, Emmanuel Macron a dit, parce qu'en fait, il a fait peur à tout le monde, et puis après, il a dit, qu'est-ce qu'il va faire ? Je vais organiser dans une semaine une réunion avec les états-majors des armées des pays d'Europe qui voudraient peut-être, je sais pas, faire la guerre à la Russie. Donc ça, c'est une possibilité. Et deuxièmement, nous sommes prêts à discuter de la mutualisation de l'arme nucléaire française. Donc tout ça, c'est bidon. Il y a 2 composants de l'arme nucléaire française. Il n'y a plus de terre-terre depuis la fin de la guerre froide. Donc on avait les Plutons, les Hadès et les plateaux d'Albion. Tout ça, c'est terminé. On a une composante aérienne, donc c'est le SLP, c'est un missile de moyenne portée qui porte à 100 km à une ogive de 300 kilotonnes. C'est bien. Je rappelle que Hiroshima et Nagasaki, c'est à peu près 15 kilotonnes, donc c'est quand même quelque chose de sérieux, mais c'est 500 km, donc il faut quand même s'approcher pas mal de la Russie pour pouvoir l'envoyer sur Moscou, et les Russes ont de quoi largement, dans la totalité, les Russes ont en gros 10 fois plus d'ogives que nous. Nous, on en a 300, les Russes en ont plus de 3000. Donc cette composante-là, ça ne sert à rien de la déplacer en Allemagne, en Pologne, etc. Ça ne changera absolument rien. Et l'autre composante, c'est les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Je crois qu'on en a 5 pour avoir la permanence, évidemment, de la dissuasion sous l'eau. Et là, c'est pareil. D'ailleurs, Macron l'a dit, ce sera toujours le président de la République qui va décider. Donc en gros, la seule chose qu'on pourrait faire, c'est changer de discours et dire, bon, aux Russes, attention, si vous entrez dans les pays baltes, on va vous tirer nos missiles nucléaires, ou pas. Bon. Donc c'est ça le discours. Donc en fait c'est du baratin, c'est du 100% Macron. Lorsque les Russes ont dit que désormais la Biélorussie bénéficiait de leur bouclier nucléaire, déjà il y a eu des lanceurs sol-sol, pas terre-terre, hein, sol-sol, qui ont été mis définitivement en place en Biélorussie, et c'est une véritable couverture sous parapluie nucléaire. Voilà. Nous, on serait absolument incapable d'en faire autant. Notre système, il est dimensionné pour protéger la France, c'est tout. Et de toute manière, c'est encore une fois, la France n'est pas menacée. À la limite, on aurait à utiliser ces bombes nucléaires si tout d'un coup Adolf Hitler revenait en Allemagne et voulait franchir le Rhin. Voilà, ça pourrait être, il voulait reprendre l'Alsace-Lorraine. Donc voilà, ça serait bien. Mais contre la Russie, ça n'a absolument aucun sens. Et la Russie a autre chose à faire une fois qu'il aura libéré les peuples russes et russophones d'Ukraine que d'aller s'emparer du tiers-monde qui est devenu malheureusement notre pauvre pays. Armement toujours, on parle de drones, donc les Russes, si on en croit Yuri Podolaka, donc qui est un des analystes militaires les plus sérieux, que je suis régulièrement, je le cite souvent d'ailleurs si vous vous souvenez, les Russes ont mis au point a priori une technologie qui leur permet de protéger la Crimée de l'essentiel des drones aériens qui pourraient lui tomber dessus. Ça s'appelle Ruski Kupol, le dôme russe, ou alors le super REB. REB, c'est la guerre électronique en russe. Donc, et a priori, ça expliquerait pourquoi la semaine dernière, donc quand j'ai parlé d'une attaque massive de drones sur la Crimée, en fait, il n'y a eu aucun dégât. En tout cas, rien de montré. Beaucoup de drones sont tombés dans les champs sans abîmer quoi que ce soit. Donc, si ça se confirme, ce serait une excellente chose, à condition évidemment que Kiev ne puisse pas s'adapter à cette nouvelle contre-mesure. Mais je pense que sans l'aide de Washington, ça va être très compliqué, d'autant plus que maintenant les frappes dans la profondeur russe, sans l'échange de renseignements américains, va devenir extrêmement compliqué. Voilà, drone toujours, je profite de la publication de cette petite vidéo par les Russes pour vous montrer à quoi ressemble un drone à fibre optique. Donc le cône noir que vous voyez, c'est lui qui déroule la fibre optique. Et la question qui se pose, c'est d'où vient ce fibre optique? Alors il y a 2 possibilités en ce qui concerne la Russie, c'est elle le fabrique elle-même, je ne sais pas où, ou alors c'est acheté en Chine, puisque après vérification, les 10 plus grosses sociétés qui fabriquent de la fibre optique sont, comme par hasard, chinoises. Et ça expliquerait aussi pourquoi l'Ukraine ne peut pas aligner le même matériel, puisque peut-être que les Chinois ne veulent pas leur vendre. Donc soit les Chinois ne veulent pas leur vendre, soit c'est les Russes qui le fabriquent eux-mêmes, et donc ça leur permet d'utiliser massivement ces drones qui font un véritable carnage
sur toute la ligne de front. Terrorisme maintenant, donc comme je l'avais dit, plus la défaite ukrainienne et donc celle des bandéristes va être actée, plus le terrorisme va augmenter. Et là, les bandéristes en sont, c'est-à-dire les services secrets ukrainiens, à vouloir organiser l'assassinat du métropolite Tikhon, donc qui est le métropolite en Crimée, du patriarcat de Moscou, le patriarcat canonique. Et donc voilà ce qui était l'objectif pour commencer le carême, puisque cette année, d'ailleurs, union de prière avec nos frères orthodoxes, le carême catholique a lieu exactement au même moment que le carême orthodoxe, et donc Pâques également. Voilà, c'est déjà arrivé 2 fois depuis que je suis en Russie. En tout cas, pour revenir au terrorisme, eh bien, malheureusement, je pense on n'en est qu'au début, et d'ailleurs, nous commémorons l'assassinat de la ravissante Daria Dugina il y a maintenant, c'était en 2022, donc il y a 3 ans. C'était un des premiers actes de terroristes aveugles, puisque pour l'instant, les services secrets ukrainiens ne peuvent se targuer d'aucune cible difficile à atteindre, un grand chef militaire, voilà, et tout ce qu'il y a pu avoir, c'est des journalistes, une philosophe, c'était le cas de Daria, ou alors ce général chargé de la protection nucléaire, biologique, chimique, qui n'avait pas de protection rapprochée, puisqu'en principe il n'était pas une cible. Voilà, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que maintenant, pour le bandérisme, tout peut devenir une cible. Et nous passons maintenant à l'empire du mensonge, et immédiatement le moment bunker. Le moment bunker cette semaine, c'est Marine Le Pen qui nous a osé nous sortir un truc pareil. Et heureusement, grâce au courage et à la résistance des Ukrainiens, soutenus par les puissances occidentales, la Russie ne peut pas non plus sortir vainqueur de ce conflit. Et alors la question que vous allez vous poser, c'est d'où va-t-elle tirer une ânerie pareille ? Est-ce que personne ne lui a montré une évolution de la carte militaire ces 2 dernières années ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que Thierry Mariani, qui est député européen, ne va pas lui expliquer la réalité sur le front, la réalité de l'économie russe ? Je ne sais pas. Elle a du mal à s'entourer correctement. On sait qui porte cette idée stupide comme quoi la Russie ne peut pas gagner cette guerre. C'est Thionnet. Je l'ai souvent pris à partie sur Twitter lorsqu'il racontait des âneries. Donc il est député européen. C'est l'équipe de Jordan Bardella. C'est-à-dire que comme lui, je crois qu'il n'a jamais travaillé de sa vie. Enfin, il est assistant parlementaire, donc bon, pas vraiment un travail productif. Et donc, il est là parce que c'est un courtisan. Et il prétend, il prétend être un réaliste, comme Julien Rochdy, donc il se présente réaliste. Donc il ne maîtrise aucune donnée historique, aucune donnée militaire, aucune donnée économique. Et à partir de cette non-maîtrise de ces 3 données qui sont quand même un petit peu importantes, il nous explique depuis 3 ans que personne ne peut gagner cette guerre. Il le répétait encore il y a quelques mois. Et là, visiblement, Marine Le Pen, contre toute évidence, a décidé d'adopter ce discours débile. Voilà. Je pense que tout ça s'inscrit de manière plus globale par l'infantilisation des élites politiques, d'où la vignette. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe. C'est ça qui est intéressant, à la fois, je dirais, dans l'extrême droite identitaire, et à la fois dans la gauche, dans le gauchisme de télé. Notamment, on voit du côté de LCI, où là, ça défile avec des journalistes très jeunes, ou alors très jeunes dans leur tête. C'est le cas de Xavier Titelman, donc qui ont en fait une espèce de complexe vis-à-vis de la chose militaire, qui auraient bien aimé être militaire, mais qui peuvent pas, donc ils se déguisent, il se prend en photo quand il fait un parcours d'audace dans la jungle en Guyane. Il fait le but, c'est se prendre en photo, se faire passer pour un pilote d'avion. Donc voilà, donc c'est une espèce de monde onirique dans lequel ils vivent, de monde d'enfants, et où en plus lorsque ce monde ne correspond pas à la réalité, c'est la crise d'hystérie, comme un enfant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pire que la féminisation qu'avait critiqué Alain Soral il y a une vingtaine d'années. La féminisation, c'était remplacer l'analyse froide et je dirais virile d'une situation telle qu'elle est, pour remplacer donc cette analyse par de l'émotion. Notamment, c'était très important, j'ai vu beaucoup arriver ça à l'époque des années 90, dans les guerres de Yougoslavie. Il fallait absolument pas réfléchir sur les bobards qui étaient annoncés sur les soi-disant crimes de guerre serbes. On a eu pareil avec les couveuses donc pendant la première guerre du Golfe. Ensuite, c'était les armes de destruction massive, c'est-à-dire faire du cinéma, de l'émotion. Il faut pas que les gens réfléchissent. Mais en soi, je dirais l'émotion, c'est aussi important. Ça permet aussi à des gens qui ont une analyse un peu froide, quelquefois de revenir à une dimension plus humaine. C'est ce qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps avec mon épouse. Je lui disais de toute manière, ce qu'il faut, c'est continuer jusqu'à Odessa. Elle m'a dit oui, mais ce serait quand même bien que ça s'arrête maintenant parce que c'est des milliers de morts en plus.
Et elle a raison. Voilà. Dans notre civilisation, c'est le rôle de la Sainte Vierge en fait. Hein. Et elle qui va intercéder auprès de son fils pour qu'il ait pitié des pauvres pécheurs que nous sommes. Donc encore une fois, la féminité n'est pas totalement à rejeter, y compris dans la politique. Ramener les choses à une dimension plus humaine plutôt que l'analyse froide. En revanche, l'infantilisation ne sert à rien. Et donc cette génération infantile, elle était très bien analysée par un bouquin que j'avais déjà recommandé, que je recommande encore. C'est l'immaturité permanente. Il y a des tas de choses, des tas de notions. En plus, c'est un monde où j'ai déménagé ici il y a 25 ans, donc il y a toute cette génération, je sais plus comment elle s'appelle, X, J, Z. Je la connais pas trop. Et en fait, c'est une manière de la comprendre, de la décrire, de savoir quels sont ses codes, quels sont ses héros. Et effectivement, c'est le fait d'opposer son monde enfantin à la réalité. Et c'est pour ça que ça bascule assez régulièrement dans l'hystérie, notamment sur les grandes chaînes de télé, et vous voyez les réactions face à la réalité de la Russie qui gagne la guerre. Et donc c'est pour ça que l'infantilisation, je pense, de la classe dirigeante est aussi un objectif délibéré. C'est là on remplace tout, on remplace l'analyse froide du père avec la sensibilité de la mère par l'hystérie du gamin insupportable. Voilà. Et donc c'est ce à quoi on assiste avec à la fois l'extrême droite identitaire et en même temps avec les gauchistes de plateau qui deviennent à moitié fous. Et pourquoi est-ce que sur ma vignette il y a également Emmanuel Macron et Zelensky ? Zelensky, c'est parce que j'ai lu exactement la même explication dans le Spiegel. Donc le Spiegel, c'est un magazine allemand très connu, très ancien, à gauche, qui fait un article, alors qu'il est plutôt soutien de Kiev, sur Zelensky, le Churchill ukrainien, à la recherche d'un nouveau rôle. Et donc dans cet article sont interrogés des gens qui côtoient Zelensky. Et ils disent, écoutez bien, Zelensky est comme un enfant pour les questions politiques. C'est-à-dire qu'il pense, je cite, il pense que s'il veut quelque chose, il a que le vouloir très fort et que ça va arriver. C'est une première chose. Et ce qui est intéressant aussi, ils disent que lorsqu'il a dit qu'il voulait mettre fin à la guerre en Ukraine lorsqu'il était élu en 2019, il était sincère. Mais que, comme c'est quelqu'un qui est fragile, qui n'est pas solide, d'ailleurs ça s'est vu encore une fois dans le bureau ovale, eh bien il est extrêmement facilement manipulable, notamment par le clan malsain qui l'entoure. Donc cette infantilisation, en fait, elle frappe à la fois donc cette nouvelle génération Z là, et également des gens plus âgés comme Zelensky, qui veulent imposer leur monde onirique à la réalité. Et on a exactement la même chose du côté d'Emmanuel Macron. Hein. Emmanuel Macron, comme Xavier Titelman, il se déguise en militaire, il s'est déguisé en marin, en train de donner des ordres au commandant de bord avec sa radio. Et puis, il se déguise également en pilote. Voilà. Donc, en fait, c'est toute une approche différente de la politique qui vise sans doute évidemment à manipuler les masses des électeurs en leur mettant des gamins hystériques ou des gens qui se comportent comme des gamins hystériques et qui vont encore une fois imposer leur rêve d'enfant à la réalité qui ne leur convient pas. Voilà, c'est la réflexion que je voulais faire autour de cette question de l'infantilisation qui m'a paru extrêmement importante, notamment avec la sortie de Marine Le Pen assez incroyable sur que la Russie ne pouvait pas gagner cette guerre. C'est complètement fou. Et nous revoilà sur la carte militaire et on commence par la frappe en la profondeur. Il y en a été une assez significative. C'était une frappe sur un hôtel où devaient être des mercenaires, donc occidentaux. Certains médias disent des Français sur Krivoy Rog. Voilà. Donc c'est la ville qui se trouve à cet endroit-là. C'est une des dernières grandes villes industrielles sous le contrôle d'Akhmetov. Ici, les derniers actifs d'Akhmetov sont à Krivoy Rog. Ça fait partie de la région de Dnepropetrovsk. Et pour l'instant, ce n'est pas un objectif russe. Mais qui sait ? Et nous passons maintenant à la ligne de front. La Russie continue sa contre-offensive donc dans la région de Soudja et la situation des unités kieviennes est de plus en plus délicate. Hein. Il y a à peu près 6 kilomètres par rapport à la ligne de front au nord entre Soudja et 2 kilomètres au sud. Et les Russes mettent une énorme pression. Les routes d'approvisionnement, donc il y en a une ici, c'est la principale, est totalement sous le feu. On le voit d'ailleurs sur plusieurs vidéos, c'est une véritable, la route c'est une succession de carcasses de véhicules. Et il y en a une autre qu'on ne voit pas sur cette carte, si on la voit, elle est ici. Et celle-là aussi, évidemment, comme vous le voyez, est sous le feu des drones et de l'artillerie russe. Donc là, la situation est extrêmement mauvaise. Là, l'ordre de repli aurait dû être donné depuis longtemps, mais on le sait, l'armée ukrainienne est commandée par des communicants et pas par des militaires. Les Russes, petit à petit, grignotent donc les territoires qui ont été pris à l'époque par Kiev. Ici, c'est toujours pas très clair, donc je laisse comme ça. Mais là, maintenant, on a la confirmation. Donc, Pogrebki, Orlovka, Novaya
Sorochina ont été libérés. Les Russes sont en train, a priori, de donner l'assaut à Malaya Loknaya et ont pris Loknia ici. Et donc, a priori, là aussi, si les Kieviens ne se replient pas rapidement, il pourrait y avoir un petit chaudron à cet endroit-là, mais c'est pas encore le cas. En tout cas, là, cette ligne-là, également d'approvisionnement, qui est la seule, est également sous le feu russe. Du côté du front de Kupiansk, là aussi, les choses ont un peu bougé en faveur des Russes à cet endroit-là. Donc, ils consolident leur position en se rapprochant de Kupiansk, mais également en faveur des Ukrainiens qui ont lancé une contre-attaque à peu près à cet endroit-là dans les forêts, donc au sud de Sinkovka. Et également une contre-attaque kievienne à peu près dans cet endroit-là. Pour l'instant, on n'a pas encore le résultat, mais visiblement, l'état-major ukrainien a pris compte du danger que ça fait courir. Les Russes ont un peu amélioré leur position également à cet endroit-là, sur le front au sud de Kupiansk. Les Russes continuent également à avancer vers Kolodiazy. On le dit, il faut que les Russes s'emparent de cette localité-là pour pouvoir continuer à avancer au sud vers la rivière Oskol ici et surtout s'emparer de Liman avant de donner l'assaut sur Slaviansk. C'est très important de reprendre Liman qui avait été perdu à l'automne 2022. Rien du côté de Seversk. Du côté de Chassofyar, les Russes continuent à progresser, mais c'est pas significatif sur la carte, donc je ne l'ai pas mis. La situation est en revanche plus sérieuse du côté de Pakrovsk, puisque là, c'est toujours l'affrontement entre le général Mordvichev et le général Drapate, côté ukrainien, et là, des gros moyens ont été donnés. 2 brigades, a priori, ont été ajoutées pour essayer de contre-attaquer sur cette pénétrante russe dans le dispositif kievien. Donc on l'a vu la dernière fois, les Russes ont repoussé les Kieviens de Petchane, donc les Kieviens ont attaqué à Kotlino. Donc les combats sont en cours. Les Russes auraient repris Uspenovka ici, et là les Kieviens ont lancé encore une offensive pour essayer de reprendre Shevchenko, une autre pour essayer de reprendre Zilone à cet endroit-là. Donc les combats sont très durs. Le but des Kieviens, c'est d'essayer de couper l'approvisionnement à cet endroit-là, pour forcer les Russes à se replier, puisque contrairement au commandement ukrainien, ce sont les militaires qui commandent, et si on voit qu'il y a un risque d'encerclement, les Russes vont ordonner le repli. Mais on n'en est pas encore là, pour l'instant, les combats font rage donc à ces endroits-là. La progression la plus impressionnante, ça a été au nord, donc Velika et Novoselka, vous vous souvenez ici, et là, les Russes ont réussi à s'emparer donc de plusieurs localités, Skudne ici, Boularskoye ici, et Privilne ici. Voilà. Et donc se rapproche d'ailleurs de la mine de lithium de Shevchenko, puisqu'on en parle. D'après les analystes, il y aura encore une ultime ligne de défense kievienne à percer ici, et après, derrière, c'est complètement ouvert. Donc là, on va vers un encerclement encore plus large que celui qui est prévu à cet endroit-là. Ça, je l'ai pas dit, mais bon, le ministère de la Défense a annoncé officiellement la prise d'Andriivka. Je retire la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes au jeudi 6 mars 2025. Voilà, c'est